Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce vendredi 25 janvier, cette question: les plages de la région sont-elles sûres? L'Agence régionale de santé a décidé de fermer une plage très populaire à Douarnenez. D'autres plages, surtout finistériennes, sont également sous la même interdiction. Nous ferons le point. À Vannes, ce samedi, une œuvre du peintre Raden Saleh sera de nouveau dans une salle des ventes. L'an dernier, un autre tableau de cet artiste avait déjà été vendu aux enchères à un prix record. Et puis, elle a 28 ans et elle est depuis le début de la semaine la chef d'un restaurant étoilé. Nolwenn Cor dirige la cuisine familiale de l'hôtellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Nous l'avons rencontrée. Mais nous ouvrons ce journal avec le débat des lapins jaunes. Ce groupe rennais de Gilets jaunes a décidé de créer ses propres débats. Le premier a eu lieu ce jeudi soir et il devrait y en avoir un chaque semaine. Pour les organisateurs, il s'agit de reprendre la parole. TVR 35 a suivi ce premier rassemblement. Dans la zone industrielle de Saint-Grégoire, les lapins jaunes organisent leur propre débat. Les thèmes: salaire, droit de manifester et référendum d'initiative citoyenne. Le RIC peut être très bien, mais je pense qu'il pourrait être utilisé à de mauvais escients et ça pourrait être pire d'avoir eu un RIC qui n'a pas été bien géré. Il faut y réfléchir, il faut y penser. Le RIC va nous donner ce pouvoir de pouvoir réfléchir de nouveau. Je souhaite que nous continuions à organiser nos propres débats, puisqu'on s'inscrit dans le cadre de la victoire finale, dans le cadre d'une victoire. Donc on a un rôle d'information, de formation et d'écoute de la population. Même principe ici que pour le grand débat national, une réunion chaque jeudi soir jusqu'au 15 mars. Une plateforme en ligne nationale intitulée Le vrai débat devrait être lancée dès lundi par des Gilets jaunes et vise à recueillir l'ensemble des doléances. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Nouvelle baisse du chômage en Bretagne, moins 1,9% au dernier trimestre 2018 selon les chiffres rendus publics ce vendredi par Pôle emploi. C'est mieux que la moyenne française qui enregistre une baisse de 1,1%. C'est en Ille-et-Vilaine, moins 3,4%, et dans le Morbihan, moins 2,5%, que cette baisse est la plus forte. Sur un an, le Morbihan enregistre même une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 3,1%, contre 1,8% en moyenne en Bretagne. Encore une fuite de gaz à Quiberon ce vendredi. Les pompiers ont dû intervenir et des commerces ont été évacués 48 heures après l'alerte précédente qui avait déjà entraîné l'évacuation d'immeubles et de commerces mercredi. La lassitude gagne alors que l'explosion de juillet est dans toutes les têtes. Les travaux de déblaiement entamés début janvier sont enfin quasiment terminés. Ça y est, le dernier échafaudage de la toiture de la gare de Rennes a été enlevé cette semaine. Le gros œuvre est maintenant terminé et les finitions devraient être réalisées d'ici fin février. Inauguration prévue en juin. Le chantier entamé en 2014 vise à absorber en 2020 quelques 128 000 voyageurs, contre la moitié aujourd'hui. Coût global, 107 millions d'euros. Alerte à la pollution dans les jardins familiaux de Bois du Château à Lorient. Installés sur une ancienne décharge, ils ont plusieurs fois laissé remonter du gaz, de la ferraille ou des vieux pneus, au point que certaines parcelles ont dû être abandonnées. La municipalité doit présenter ce vendredi soir des résultats d'analyse positifs et rassurants. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les occupants. Enfin, ça file sous les étraves de Spindrift. Après 8 jours de navigation, le maxi trimaran est toujours en avance d'environ 130 000 sur le record de Francis Joyon, même si cette avance a diminué ces derniers jours. En début de semaine, l'équipage de Yann Guichard a établi un nouveau record Ouessant-Équateur en 4 jours et 19 heures. Ce vendredi soir, il leur restait un peu plus de 31 jours pour remporter le trophée Jules Verne. Dans l'actualité également, la vente exceptionnelle d'un tableau de Raden Saleh ce samedi aux enchères de Vannes. Le peintre indonésien se retrouve une nouvelle fois dans une salle des ventes. En 2018, un de ces tableaux avait trouvé preneur à un montant spectaculaire, un record international qui se passait déjà à Vannes. Alors pourquoi ce peintre plutôt méconnu attire aujourd'hui les regards? Karine Chevrolier nous répond. Il y a tout juste un an, cette partie de chasse, signée Raden Saleh, s'envole aux enchères à plus de 7 millions d'euros. Ce peintre du 19e siècle connaît alors un véritable coup de projecteur. Né sur l'île de Java, il est le premier Indonésien à recevoir une éducation picturale selon les techniques occidentales. Ce qui en fait un cas unique, c'est son parcours, sa personnalité. Il était avide d'apprendre, toujours plus. Son ambition était de devenir l'égal des maîtres européens.
C'est aussi remarquable pour quelqu'un qui vient de Java et qui est né dans une culture totalement différente, où il n'y a pas de culture de peinture à l'huile, de perspective. Il a une technique impeccable et c'est un excellent peintre. Peu de tableaux de Raden Saleh se retrouvent aujourd'hui sur le marché des enchères. Mais la récente mise en lumière de son œuvre a fait sortir de l'ombre ce portrait présumé d'Alexandre Pouchkine, propriété d'une famille installée en Grèce. La famille avait un document, une étiquette au dos du tableau, sur le châssis, donnant le nom d'Alexander Pouchkine. Donc c'était déjà un indice pour nous et on a tenté de rapprocher ce portrait d'autres portraits de la même époque. Et il se pourrait qu'il s'agisse d'Alexander Pouchkine. Maintenant, nous préférons parler de portraits présumés, puisque Pouchkine est mort à 37 ans quelques années avant, et le portrait que l'on a sous les yeux est de 1841. Plus simple et moins attractif que la chasse aux taureaux sauvages, ce portrait vient toutefois étoffer un marché où Raden Saleh se fait rare. Il est estimé entre 60 et 80 000 euros. Au milieu de la semaine, nous apprenions que la plage du Ry à Douarnenez était définitivement fermée au public sur ordre de l'Agence régionale de santé. En 2018, ce sont deux plages de Guissény dans le nord du Finistère qui subissaient la même interdiction. Une sentence qui tombe après 5 ans de mauvais résultats de la qualité des eaux de baignade. Sophie Lecroisier et Frédéric Lorenzon nous expliquent la situation. Le panneau n'est pas encore installé, pourtant la plage du Ry à Douarnenez vient d'être fermée à la baignade pour 1 an à cause d'une pollution bactériologique. L'ARS, Agence régionale de santé, a donc tranché. Il aurait mieux valu agir en amont et notamment du côté des agriculteurs. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le tout à l'égout obligatoirement dans une ville comme Douarnenez. C'est lamentable, mais c'est à l'image du monde d'aujourd'hui, quoi. On va interdire la baignade au lieu de traiter le problème en amont. En 2013, des prélèvements établissaient les causes de cette pollution, à 50% bovine et à 40% humaine. Depuis 5 ans, les recherches n'ont pas permis d'établir un nouvel état des lieux précis. Les élus du secteur, l'ARS et la préfecture, ont donc décidé ce matin d'affiner les recherches. Nous ne sommes pas restés sans rien faire depuis les années précédentes. Effectivement, le SPANC, au niveau du territoire de Douarnenez communauté, a fait des investigations sur les réseaux d'assainissement individuel. Des travaux conséquents ont été faits sur le secteur du Ry principalement. Autre secteur, même problématique. Ici, à Guissény, les plages de la Croix et de Barachou sont également impropres à la baignade depuis 2018. Ici aussi, la côte est encerclée de zones agricoles et l'assainissement est en travaux. On va dire, ça fait maintenant une petite décennie que les choses sont prises un peu plus à bras-le-corps. Et donc on a vraiment bon espoir que les efforts, à terme, mais ça nécessitera plusieurs années pour arriver à une qualité suffisante dans sa moyenne. Pour les associations de protection de l'environnement, les annonces de fermeture ne sont pas surprenantes. Les élus s'attaquent à l'origine humaine, d'accord, à grands frais du contribuable. Mais l'origine bovine, ils ne font rien. Ils disent c'est pas nous, c'est à l'administration de faire son devoir. Mais l'administration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que tout est aux normes, évidemment. Une dizaine de plages sont sous surveillance en Bretagne, comme celle de Ploudalmézeau et de Landunvez. Nolwenn-Cor apporte une étoile à l'hôtellerie de la Pointe-Saint-Mathieu à Plougonvelin, un restaurant familial ouvert en 1954 par ses grands-parents. Et c'est lundi que la jeune chef a reçu la distinction du guide Michelin avec 4 autres cuisiniers bretons. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Créée il y a 65 ans, l'hôtellerie de la Pointe-Saint-Mathieu appartient toujours à la même famille. Pour cet anniversaire, les Cor s'offrent un beau cadeau. Nolwenn, la petite fille des fondateurs, vient d'obtenir une étoile au célèbre guide Michelin, une annonce précipitée en beau milieu de ses vacances. Le directeur du guide Michelin en personne m'a appelé quand j'étais dans un taxi au Maroc pour aller sur une autre ville. Et là, ça a été l'explosion de joie. Tout de suite, ça a été stop, 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 stop. Il faut rentrer absolument à Paris. J'ai jamais eu autant envie de rentrer de vacances. Après un passage dans les cuisines des plus grands chefs, la jeune femme de 28 ans a rejoint l'affaire familiale et voit arriver cette étoile avec une grande fierté. L'obtention de l'étoile amène beaucoup de pression, parce que voilà, on se sent aussi regardé. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude d'être au fin fond de notre Bretagne, à l'abri des regards. Après, ça fait aussi très chaud au cœur, parce qu'on a beaucoup de mails, on a beaucoup de petits textos, d'appels, des gens qui nous félicitent, et même des très grands de la gastronomie française. Et pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Corses se réjouissent de cette distinction, surtout
Le père, Philippe, au fourneau du restaurant pendant près de 40 ans et qui a cédé sa place à sa fille il y a seulement 4 ans. Je suis forcément fier et ravi, parce que c'est vrai que moi aussi, à un moment de ma vie, j'ai espéré un jour de l'avoir, et puis bon, ça s'est pas fait, donc c'est elle qui l'a, c'est que du bonheur, quoi. L'affaire de la famille Corr brille d'une étoile de plus, l'hôtel a subi d'importants travaux, et cette fois c'était au restaurant d'être en réfection. Nolwenn Corr devra patienter quelques semaines encore pour se remettre au fourneau. Nous allons maintenant à la MFR de Fougères en Ille-et-Vilaine. Depuis mi-janvier, les élèves testent un dispositif inédit dans un établissement agricole breton, un simulateur de tracteur. Il pourrait permettre de multiplier par 3 le nombre d'heures de pratique de ces jeunes agriculteurs. Reportage sur place de TVR. Au niveau de l'installation du poste de conduite, c'est bon? Ta ceinture est mise? C'est la première fois qu'un centre de formation agricole breton teste un tel équipement. Depuis le début du mois, les élèves de la MFR de Fougères s'exercent à la conduite de tracteurs sur un simulateur. Le réalisme est étonnant et les sensations proches de la réalité. Quand on va passer sur un caillou, freiner trop fort ou accélérer trop vite, le siège va se mettre à bouger. Aujourd'hui, ces élèves du bac pro conduite et gestion d'entreprises agricoles ont 200 heures de formation réelle sur tracteur. Le simulateur pourrait changer la donne. Alors en fait, ça démultiplie les heures de formation au niveau de l'établissement. Là, on a l'engin présent régulièrement au niveau de l'établissement. Et donc, à toutes les pauses et à toutes les veillées au niveau de l'internat, eh bien, les jeunes ont la possibilité d'utiliser et de valoriser ce matériel. Reste à financer un éventuel investissement de quelques 60 000 € pour acquérir ce simulateur, développé en Suède et déjà bien vendu en Allemagne et aux Pays-Bas. Et on leur souhaite bonne conduite dans la vie réelle. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Xavier Patrijon reçoit le groupe du Haut du Bas, 2 jeunes chanteuses qui viennent nous présenter leur nouvelle création. Et puis Pascal Lamour sera aussi en plateau avec nous, à la fois druide mais aussi passionné de culture et de musique celte. Il nous fera partager ses passions. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15, mais aussi en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Passez une belle soirée sur nos antennes, un bon week-end. Je vous retrouve lundi. Bon week-end.